Il y a quelque chose de troublant dans le fait d'être le dernier encore en vie, quand tous les rires, les voix, les harmonies et l'histoire partagée tombent dans le silence. Barry Gibb, autrefois entouré de ses frères, se tient maintenant seul à près de 80 ans. Derrière le glamour, les projecteurs et la renommée mondiale se cache une histoire de regrets douloureux, de blessures invisibles et d'un silence insupportable. Ce n'est pas une histoire de disco ou de disque d'or, c'est une histoire de douleur, de survie et de solitude que même la célébrité ne peut effacer. C'est une histoire que vous n'avez jamais entendue en entier, une histoire que vous n'oublierez pas. Le début n'a jamais été facile. Avant la célébrité, avant les projecteurs et les tournées mondiales, il n'y avait qu'une rue tranquille à Douglas, sur l'île de Man. C'est là que Barry Allan Crompton Gibb vit le jour le 1er septembre 1946, dans la modeste maternité Jane Crucal. Ses parents, Hugh et Barbara Gibb, n'étaient pas riches. Ils étaient des rêveurs qui tentaient de survivre dans la Grande-Bretagne d'après-guerre. Hugh, batteur originaire de Manchester, avait passé des années à se produire dans des salles de danse en déclin et des hôtels en bord de mer, tandis que Barbara, ancienne chanteuse, avait renoncé à ses propres rêves artistiques pour s'occuper de leur famille grandissante. La vie était simple et souvent difficile. Barry était le deuxième enfant, après sa sœur aînée Leslie. Il reçut le prénom Alan en mémoire du plus jeune frère de son père, mort en bas âge, et Crompton. Un nom censé honorer un ancêtre lointain, bien que ce lien ait été plus sentimental que généalogique. Les premières années furent pleines d'amour, mais dépourvues de luxe. Alors que Barry était encore tout petit, la famille vivait dans des logements en location, déménageant fréquemment. Les engagements musicaux de son père étaient irréguliers et imprévisibles. Il y avait rarement de l'argent en trop, mais il y avait de la musique, toujours de la musique. Quand Barry avait presque 2 ans, une tragédie faillit survenir, dans ce qui deviendrait l'un des premiers et des plus traumatisants événements de sa vie. Il fut gravement brûlé par de l'eau bouillante provenant d'une théière. Sa mère venait de la poser sur la table et dans un geste de curiosité enfantine, Barry la tira sur lui. Le liquide brûlant le recouvrit. S'ensuivit une longue hospitalisation, 2 mois et demi, dans le service pédiatrique de l'hôpital Noble, avec un pronostic si sombre que les médecins pensèrent, à un moment donné, qu'il ne lui restait plus qu'une demi-heure à vivre à cause de la gangrène. À cette époque, les traitements avancés comme les greffes de peau n'étaient pas encore courants. La douleur était inimaginable, et le danger bien réel. Son corps porta les cicatrices toute sa vie. Étrangement, Barry confessa plus tard ne garder aucun souvenir de cet épisode. Le traumatisme avait été enfoui, mais non effacé. L'idée d'avoir été brûlé est quelque part là-dedans, mais je n'en ai aucun souvenir, déclara-t-il un jour. J'ai les cicatrices, mais pas la mémoire. Ses parents, en revanche, n'oublièrent jamais. Cela les transforma. Cela marqua la famille d'une peur qui ne la quitterait jamais tout à fait. Après la guérison de Barry, la famille reprit sa vie discrète et modeste. En 1949, les frères jumeaux de Barry, Robin et Maurice, virent le jour. La famille, désormais plus nombreuse, avait besoin de plus d'espace et emménagea au 50, St. Catherine's Drive, une maison modeste mais chaleureuse, où la musique ne cessait jamais de résonner. Les frères étaient inséparables dès le début. Même tout petits, Barry, Robin et Maurice montraient une rare synchronisation, une unité qui allait plus tard définir leur musique. Ils déménagèrent encore à Spring Valley, puis à Snaefell Road, à Willaston. En 1953, Barry entra à la Desmesne Road Boys School, quelques jours après son 7e anniversaire. Il était calme, observateur, souvent perdu dans ses pensées, un garçon chez qui les mélodies prenaient forme bien avant que le monde n'en entende une seule note.
Pourtant, malgré leur résilience, la vie dans le Manchester d'après-guerre était morose. La ville, encore marquée par les bombardements et le rationnement, offrait peu de perspectives à une grande famille ouvrière. Les emplois étaient rares et les nuits froides. Les concerts de Hugues permettaient tout juste de survivre, mais pas de bâtir un avenir. Malgré tout, Barry et ses frères apprirent quelque chose de fondamental durant ces années. Comment surmonter les épreuves ensemble. Cette leçon allait les guider à travers toutes les tempêtes à venir, dans la célébrité, dans la famille et dans le deuil. Les fondations n'étaient jamais solides, mais de ces débuts fragiles s'éleva la voix d'une légende. Des luttes de Manchester à l'espoir australien. Au début des années 1950, la famille Gibb s'était installée dans les quartiers ouvriers de Manchester, en Angleterre. Comme beaucoup de familles britanniques de l'après-guerre, ils vivaient avec peu, naviguant dans une économie fragile et des perspectives limitées. Hugues Gibb travaillait sans relâche comme batteur et parfois chef d'orchestre, se produisant souvent dans des salles de bal enfumées et des clubs sociaux du nord de l'Angleterre et de l'Écosse. Sa passion pour la musique était indéniable, mais elle rapportait peu. Barbara Gibb, quant à elle, était le cœur émotionnel de la famille, élevant 5 enfants dans un espace restreint et trouvant toujours un moyen de mettre de la nourriture sur la table. L'environnement dans lequel ils vivaient était rude, industriel et gris. Manchester, encore marqué par les cicatrices physiques et émotionnelles de la Seconde Guerre mondiale, offrait peu d'opportunités. Les hivers froids, le rationnement et les logements surpeuplés rendaient la vie quotidienne difficile. Les Gibb n'étaient pas misérables, mais leurs rêves allaient bien au-delà de leurs conditions immédiates. Pour le jeune Barry et ses frères jumeaux Robin et Maurice, la musique devint très tôt une échappatoire, non seulement à l'ennui, mais à ce sentiment palpable qu'ils étaient destinés à quelque chose de plus grand. Dès l'enfance, Barry écrivait des chansons. Les 3 frères formèrent un groupe de skiffle appelé The Rattlesnakes, inspiré par les artistes populaires de l'époque comme Cliff Richard, Paul Anka et les Everly Brothers. Ils se produisaient dans des salles locales et des lieux communautaires, avec Barry au chant et à la guitare, les jumeaux harmonisant à ses côtés. Bien que leurs performances soient simples et amateurs, quelque chose en eux attirait l'attention. Leur mélange de voix, particulièrement leur capacité intuitive à harmoniser, était saisissant. C'était plus que du talent. C'était une alchimie, quelque chose qui ne s'enseigne pas. Mais Manchester n'était pas un endroit où les rêves pouvaient s'envoler. En plus des difficultés financières, la famille fit face à un autre défi. Le jeune Robin montrait des signes de troubles du comportement. Il développa une fascination pour le feu et était connu pour allumer de petits incendies, dont un où il aurait mis le feu à un panneau publicitaire. La police intervint et bien qu'aucune accusation formelle ne fut portée, les autorités locales suggérèrent à la famille de changer d'environnement. Déjà accablés par les soucis économiques, les Gibb durent maintenant affronter le regard de la société. En 1958, la décision fut prise. La famille Gibb allait émigrer en Australie. Ils firent partie d'un programme d'immigration assistée connu sous le nom de 10 Pound Pom, dans lequel les citoyens britanniques se voyaient offrir un passage subventionné et la promesse d'une vie meilleure dans les villes en plein essor d'Australie. La famille embarqua à bord du navire Fair Sea à Southampton, en direction de la côte est ensoleillée de l'Australie. À bord se trouvait aussi Red Simons, futur guitariste de Skyhooks, ainsi que les parents de la chanteuse Kylie Minogue, une curieuse note de bas de page dans l'histoire croisée de la musique australienne. À leur arrivée à Redcliffe, dans le Queensland, la famille la trouva un nouveau rythme de vie. Bien qu'il soit arrivé avec peu plus que de l'espoir, l'environnement était radicalement différent des rues moroses de Manchester. L'air était plus chaud, les gens plus optimistes, et l'opportunité, pour la première fois, semblait tangible.
C'est là que le parcours musical des frères Gibb prit véritablement forme. Ils commencèrent à se produire entre les courses à l'hippodrome de Redcliffe, chantant devant des foules qui leur lançaient des pièces en guise d'appréciation. Ce n'était pas glamour, mais c'était gratifiant. Leur voix, qui résonnait autrefois contre les murs décrépits des HLM de Manchester, portait désormais sur les champs ouverts, accueillis par des sourires et des applaudissements. L'une de ses premières performances attira l'attention d'un DJ local nommé Bill Gates, à ne pas confondre avec le magnate de la technologie. Il fut frappé non seulement par leur son, mais aussi par les chansons originales que Barry écrivait alors qu'il n'avait que 12 ans. Gates diffusa leurs morceaux à la radio et les aida à décrocher d'autres engagements, proposant un nom pour le groupe, The Bee Gees, pour Barry Gibb, Bill Good et lui-même, Bill Gates. The Bee Gees, une légère variation, venait de naître. Pour Barry, l'Australie représentait plus qu'un nouveau pays. C'était un redémarrage, un lieu où le poids de la pauvreté d'après-guerre et de la stigmatisation sociale s'estompait et où un avenir dans la musique semblait enfin possible. Au début des années 1960, il abandonna l'école pour se consacrer à l'écriture de chansons à plein temps. Les étés étaient consacrés à des spectacles dans des hôtels et des boîtes de nuit le long de la Gold Coast, perfectionnant leur présence scénique et gagnant en assurance. Durant ces années formatrices, Barry composait déjà un répertoire de chansons originales qui allait bientôt façonner les débuts des Bee Gees. Mais même dans cette nouvelle terre de soleil et de promesses, la lutte restait une compagne. L'argent manquait toujours et le succès était loin d'être assuré. Pourtant, les frères, en particulier Barry, persévérèrent, poussés non par la gloire, mais par un besoin insatiable de créer. L'Australie n'avait pas seulement offert un nouveau foyer aux Gibb, elle leur avait donné la foi, en leur musique, en leur potentiel, et en la possibilité d'un destin plus grand que celui qu'ils avaient laissé derrière eux, l'ascension vers la gloire et le prix à payer. En Australie, quelque chose de profond commença à se dessiner. Barry Gibb ne se contenta pas de découvrir sa voix musicale, il la façonna en quelque chose d'extraordinaire. Tandis que la plupart des garçons de son âge étaient encore absorbés par les jeux de cours d'école, Barry écrivait des chansons originales empreintes d'une complexité émotionnelle étonnante, des mélodies de désir, de chagrin et de rêves trop grands pour la banlieue. Sa capacité à tisser des histoires dans le son était stupéfiante pour un adolescent. Et ses frères, Robin et Maurice, donnaient vie à ses chansons avec des harmonies à la fois intemporelles et profondément intimes. Ensemble, ils devenaient plus qu'un groupe local. Ils devenaient une force. Au milieu des années 1960, leur succès croissant en Australie ne suffisait plus. Le véritable rêve, celui murmuré lors des longues nuits et des petits concerts, était de conquérir la scène musicale britannique. Début 1967, la famille Gibb retourna en Angleterre, les valises pleines d'espoir et un catalogue de chansons qui allait bientôt tout changer. Ils n'arrivèrent pas en inconnus, mais en jeunes hommes avec un but. L'industrie musicale britannique était une tornade, dominée par des géants comme les Beatles et les Rolling Stones. Pourtant, les Bee Gees n'imitaient pas. Ils offraient quelque chose de distinct, une émotion brute, une beauté sombre et des récits chantés en une troublante harmonie à 3 voix. Leur premier album britannique, Bee Gees Premier, marqua une percée immédiate. Il présenta au monde un groupe capable de traverser les genres et les époques, alternant entre ballades soul et paysages psychédéliques surréalistes. New York Mining Disaster 1941 attira l'attention avec son titre énigmatique et ses tonalités sombres. Mais c'est To Love Somebody, écrite par Barry et initialement destinée à Otis Redding, qui scella leur place en tant qu'auteur-compositeur sérieux. La vulnérabilité poignante de la chanson, portée par la voix bouleversante de Barry, en fit un standard instantané. De Nina Simone à Michael Bolton, des générations d'artistes redonneraient vie à cette même mélodie. Mais la lumière de la célébrité projetait aussi de longues ombres. En coulisses,
Le lien entre les frères, autrefois indéfectible, commença à se déliter. Robin, le jumeau sensible et mélancolique, se sentait souvent relégué. Il croyait que sa voix, avec son vibrato perçant, était la véritable âme du groupe. Barry, charismatique et déterminé, était de plus en plus mis en avant comme leader, un changement encouragé par leur manager Robert Stigwood. Les tensions créatives montaient. Barry et Robin s'affrontaient en studio. De simples désaccords sur les arrangements tournaient en confrontations émotionnelles. Maurice, toujours médiateur, se retrouvait au milieu. En 1969, la tension explosa. Après une querelle particulièrement amère à propos du single First of May, où Barry assurait la voix principale, tandis que la chanson préférée de Robin, Lamplight, fut reléguée en face B, Robin quitta le groupe. Ce départ ne fut pas temporaire, il fut public. Les gros titres annoncèrent la séparation des Bee Gees et pour la première fois, Barry se retrouva seul à porter le poids de l'héritage du groupe. Lui et Maurice continuèrent sous le nom des Bee Gees, mais quelque chose d'essentiel manquait. Non seulement la voix de Robin, mais cette synergie émotionnelle qui n'existait que lorsqu'ils étaient trois. La séparation fut une peine silencieuse. Ils étaient peut-être artistes, mais ils étaient avant tout frères, élevés dans les mêmes maisons exiguës, partageant les mêmes douleurs d'enfance, les mêmes rêves. Pour Barry, ce n'était pas seulement une perte créative, c'était une blessure personnelle aggravée par l'orgueil et le manque de communication. Il tenta d'avancer, enregistrant de nouveaux morceaux, travaillant sur des projets solos, explorant même la comédie. Mais l'étincelle s'était atténuée. La carrière solo de Robin connut un succès modeste, et Barry comprit vite que la force du groupe avait toujours résidé dans leur union. Sans Robin, la magie s'étiolait. À la mi-1970, les frères commencèrent lentement à se reconnecter. Il n'y eut ni excuse théâtrale, ni geste que spectaculaire, juste de la musique. Une mélodie partagée ici, une harmonie spontanée là. Cela suffisait. Ils se retrouvèrent. Et le moment était parfait. Car au coin de la rue les attendait un son, un mouvement, un moment, le disco, qui allait non seulement les ramener sous les projecteurs, mais les propulser vers l'immortalité musicale. Mais même alors, au cœur des plus hauts sommets étincelants, les fissures subsistaient. La rupture de 1969 avait laissé des cicatrices. Et Barry, l'aîné, le pilier, passerait le reste de sa vie à porter le fardeau de celui qui tenait toujours tout ensemble, même quand son propre cœur se brisait. Les fantômes derrière la gloire. À la fin des années 1970, les Bee Gees n'étaient plus simplement un groupe à succès. Ils étaient un phénomène culturel. Saturday Night Fever les avait élevés du rang de stars de la pop à celui d'icônes. Leur voix était devenue synonyme d'une époque entière, leurs chansons faisaient vibrer les pistes de danse de New York à Sydney. Le trio, vêtu de costumes scintillants et entouré de lumières clignotantes, semblait intouchable. Mais à mesure que les applaudissements devenaient plus forts et que la célébrité s'intensifiait, les frères, en coulisses, se désagrégeaient lentement. Le monde voyait le glamour. Ce qu'il ne voyait pas, c'était le prix à payer pour rester au sommet. Le succès, surtout lorsqu'il arrive comme un raz-de-marée, peut noyer même les liens les plus solides. Pour les Bee Gees, la pression constante d'écrire, de se produire, de tourner et d'évoluer s'accompagnait d'un lourd tribut, en particulier sur leur santé physique et émotionnelle. Les nuits blanches devenaient des matins chaotiques. Le repos devenait un luxe. L'exigence permanente d'être brillant, d'être pertinent, poussait les frères dans des routines intenables. Maurice, le bout-en-train du groupe et le ciment de bien des équilibres, commença à se réfugier dans l'alcool pour faire face. Ce qui n'était au départ qu'un moyen de se détendre après les concerts, devint peu à peu une dépendance affectant sa fiabilité et sa présence émotionnelle. Amis et collaborateurs remarquèrent des changements. Dans son humeur, sa ponctualité, sa vivacité. L'esprit vif de Maurice était toujours là,
mais vacillait plus qu'avant. Robin, le jumeau poétique à la voix envoûtante, luttait avec ses propres démons. Pour tenir le rythme effréné des tournées et de l'écriture, il se tourna vers des substances énergisantes. Avec le temps, cela altéra son comportement et son jugement. Son mariage se détériora. L'homme qui chantait autrefois des paroles tendres sur l'amour et le chagrin s'éloigna de sa propre famille. À un moment donné, il devint si replié sur lui-même qu'il perdit le contact avec ses enfants. Une douleur qu'il porterait en silence pendant des années. Barry, l'aîné, fut le témoin de tout cela. Bien qu'il ne fût pas à l'abri du style de vie chaotique, il restait plus ancré que ses frères. Il trouvait refuge dans des moments de solitude et d'exploration créative. À l'époque, il avoua avoir parfois eu recours à certaines substances pour stimuler son inspiration. « J'ai probablement écrit la moitié de notre catalogue dans cet état », confia-t-il un jour avec une honnêteté brutale. Mais même s'il reconnaissait ce rôle dans sa créativité, il ne le glorifia jamais. Il savait trop bien à quel prix cela s'était fait, car derrière chaque tube, il y avait une famille en train de se fissurer. Le succès qui avait fait d'eux des légendes avait aussi fait d'eux parfois des étrangers. Barry se retrouvait souvent seul au piano, à composer des mélodies empreintes de mélancolie, tandis que les relations autour de lui s'effaçaient doucement. Les voix qui, autrefois, s'harmonisaient sans effort, devenaient de plus en plus distantes, non seulement dans le ton, mais dans l'esprit. Les Bee Gees étaient célébrés pour leur unité, mais durant ces années-là, cette unité n'était souvent qu'une façade. En coulisses, les tensions bouillonnaient, la communication se rompait. Il y avait des répétitions manquées, des séances studio écourtées, et un sentiment croissant que cette célébrité tant convoitée les éloignait les uns des autres. Et pourtant, malgré tout cela, la musique ne s'arrêta jamais. C'est ce qui rendait le tout encore plus troublant, cette contradiction entre l'énergie joyeuse des chansons et le chagrin silencieux qui se jouait derrière. Barry continua d'écrire, de produire, de maintenir ce qu'il pouvait. Mais avec chaque année qui passait, il devenait plus difficile d'ignorer les ombres qui s'allongeaient derrière les projecteurs. Ils avaient conquis le monde. Mais à quel prix? Les applaudissements étaient assourdissants. Le silence à la maison, encore plus. Un traumatisme d'enfance qui ne s'est jamais effacé. Derrière la voix légendaire de Barry Gibb, celle qui a traversé les générations et accompagné tant d'histoires d'amour et de chagrin, se cache un silence qui a duré plus de 70 ans. Un silence né non de l'oubli, mais de la peur, de la confusion et du poids d'une expérience qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir apportée. À l'âge de seulement 4 ans, alors qu'il pouvait à peine formuler des phrases sur le monde qui l'entourait, Barry vécut un incident profondément troublant qui laissa une empreinte indélébile sur sa vie intérieure. Des décennies plus tard, dans un rare moment d'honnêteté vulnérable, Barry raconta l'expérience lors d'une interview. Il hésita en parlant, marqua des pauses, incertain que cela devait même être exprimé à voix haute. Mais il le fit. À cet âge si tendre, il fut ciblé par un homme de sa communauté qui eut un comportement inapproprié, franchissant des limites qu'aucun adulte ne devrait jamais franchir. Barry précisa rapidement qu'il n'y avait pas eu de contact physique, mais évoqua d'autres choses, qu'il choisit de ne pas détailler, qui le hantèrent d'une manière que les mots ne pouvaient pleinement traduire. Le traumatisme ne résidait pas seulement dans l'acte lui-même, mais dans la peur, la confusion et la trahison de la confiance. Des émotions bien trop lourdes pour un enfant de 4 ans, mais qu'il porta malgré tout. La situation s'aggrava au point d'impliquer les autorités. Barry se souvint, avec une clarté glaçante, avoir été interrogé par la police au milieu de la nuit. Un petit garçon en pyjama, réveillé pour répondre à des questions qu'il ne comprenait presque pas. 4 ans et un policier sur ton lit à 4 heures du matin, se rappelait-il. Si ça ne t'apprend pas ce qu'est la vie, rien ne le fera. Ce fut le genre de moment qui divise une enfance en deux, avant et après. Et pour Barry,
il n'y eut jamais de retour possible vers le avant. Ce qui rend cela encore plus bouleversant, c'est qu'il garda ce souvenir dans le silence pendant presque toute sa vie. Il n'en parla jamais à ses frères. Il ne le confia à aucun ami. Pas même durant le tumulte émotionnel lié à la célébrité des Bee Gees, ni durant le deuil de Maurice et Robin. Ce n'est qu'à l'aube de ses 70 ans, un âge où l'on contemple en général la plénitude de la vie et non ses cicatrices, qu'il choisit de se confier. Non parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'il comprit que le silence, s'il apaise à court terme, ne guérit pas à long terme. La décision de Barry de partager son histoire n'était pas une demande de compassion. C'était, comme il le suggéra, une manière de s'assurer que les ombres ne restent pas à jamais dans les coins. C'était aussi, en un sens, le prolongement de l'honnêteté qu'il avait toujours insufflé à sa musique. Tant de ses paroles évoquent la vulnérabilité, le désir et les blessures invisibles que les gens portent. En écoutant attentivement les ballades des Bee Gees, des chansons comme How Can You Mend a Broken Heart ou Words, on perçoit une douleur douce sous la mélodie, un sentiment de non-dit. Peut-être que maintenant, cela devient plus clair. Le traumatisme d'enfance ne s'efface pas toujours avec le temps. Parfois, il façonne la personne que l'on devient. Dans le cas de Barry, il ne l'a pas brisé, mais il l'a accompagné, un fantôme silencieux derrière la célébrité, les disques d'or, les projecteurs. En choisissant enfin de parler, Barry n'a pas seulement honoré l'enfant qu'il fut, il a aussi offert du courage à ceux qui portent, eux aussi, des souvenirs similaires dans le silence. Car parfois, le plus grand acte de force consiste à murmurer une vérité que l'on a gardée en soi toute une vie. La douleur d'être celui qui reste. En 1988, le plus jeune des frères Gibb, Andy, est décédé d'une inflammation cardiaque aggravée par des années de consommation de substances. Il n'avait que 30 ans. Bien qu'il n'ait jamais été un membre officiel des Bee Gees, Andy était le protégé de Barry. Barry écrivait des tubes pour lui, chantait avec lui et tentait de le guider vers la stabilité. Mais la fragilité d'Andy était trop grande. Sa mort fut la première grande fracture dans l'univers de Barry. En 2003, Maurice mourut soudainement à la suite de complications dues à une torsion intestinale. Barry fut anéanti. Cela arriva sans prévenir. Maurice avait toujours été le lien entre Barry et Robin, le diplomate en temps de conflit. Sans lui, le lien entre les deux frères restants se tendit à nouveau. Puis, en 2012, Robin s'éteignit après une longue maladie. Pour Barry, cette perte fut encore plus difficile. Il avoua dans une interview bouleversante qu'il n'était pas en bons termes avec Robin au moment de sa mort. « Chaque frère que j'ai perdu, c'était à un moment où on ne se parlait plus, confia-t-il. C'est avec ça que je vis maintenant. » Le dernier des Gibb. Après la mort de Robin, Barry pensa ne plus jamais chanter. Il passa des mois à pleurer, incertain de vouloir ou de pouvoir remonter sur scène. Le son de sa propre voix, autrefois fusionnée à celle de ses frères, lui semblait désormais trop solitaire. Mais la musique n'était pas qu'une carrière, c'était son refuge. En 2016, il fit son retour sur scène, rejoignant Coldplay au festival de Glastonbury pour chanter Stayin' Alive, non pas comme une célébration, mais comme un hommage aux frères absents. Il finit par sortir des albums solo, réimaginant les chansons des Bee Gees dans un style country et encadra de jeunes musiciens. Mais rien ne combla le vide. Son passage à Glastonbury fut salué, mais Barry, debout sur la légendaire Pyramid Stage, ressemblait plus à un fantôme qu'à une légende, un homme chantant non pour la foule, mais pour les frères qui l'avaient autrefois accompagné. Des souvenirs qui ne lâchent jamais prise. La vie de Barry est aujourd'hui plus calme. Il a 5 enfants, 7 petits-enfants, et une épouse dévouée, Linda, qu'il a épousée le jour de ses 24 ans. Il dit qu'elle lui a sauvé la vie, affirmant que sans elle, il aurait pu sombrer dans le désespoir. Pourtant, le passé continue de murmurer. Il vit avec des douleurs chroniques, arthrite au dos, aux mains et aux genoux.
Les années de performance, combinées à l'âge et au chagrin, ont laissé des traces. Il donne rarement des interviews aujourd'hui. Et lorsqu'il le fait, sa voix est plus douce, plus méditative. Il possède une maison au Royaume-Uni, mais vit principalement aux États-Unis, loin des lieux qui ravivent trop de souvenirs. Il évoque souvent ses parents, Hugh et Barbara, qui ont soutenu les Bee Gees dans chaque succès comme dans chaque épreuve. Barbara est décédée en 2016 à l'âge de 95 ans. Barry dit qu'elle était le cœur de la famille, celle qui croyait en leur musique quand personne d'autre n'y croyait. Son absence, elle aussi, ressemble à un silence qui ne prend jamais fin. L'héritage contre la solitude. Malgré le chagrin qui suit Barry comme une ombre, son héritage est indéniable. Les Bee Gees ont vendu plus de 220 millions de disques dans le monde. Ils ont écrit des chansons non seulement pour eux-mêmes, mais pour des légendes. Barbra Streisand, Dionne Warwick, Kenny Rogers, Diana Ross. Ils ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, avec seulement quelques artistes les dépassant en vente. Mais Barry ne parle jamais de chiffres. Pour lui, c'est la musique qui compte. C'est l'harmonie qui n'existe plus. Le son de trois frères chantant à l'unisson, quelque chose qu'aucun prix ne peut remplacer. Il dit souvent entendre leur voix quand ils composent, sentir leur présence en studio, parfois même rêver d'eux. Il s'est un jour demandé à voix haute « Est-ce que je réparerai un jour un cœur brisé ?» Il n'a jamais répondu à cette question. Peut-être n'en avait-il pas besoin. Peut-être que certains cœurs ne sont pas faits pour être réparés. Peut-être sont-ils faits pour porter le poids d'un amour trop grand pour durer éternellement. L'histoire de Barry Gibb ne parle pas de fin. Elle